Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Le problème, c'est comment on le fait. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une fellation quasi nulle. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Vive la République! Vive la France! Putain, je suis français. C'est la classe. In fine confini, in fine confiné, nous revoilà. Et quand je dis nous, c'est moi et U. Comment allez-vous, U? Salut Brume! Ça va, monsieur? Ouais, je me gratte le nez comme d'habitude parce que je respecte pas les gestes barrières. Vous faites comme le présipotent, vous avez des petits problèmes de CC. Pardon, non, c'est pas vrai, c'est pas votre genre. Non, moi c'est le sébum, c'est différent. Ah, le sébum. Le sébum. Ouais, et de toute façon, l'hygiène de notre président est irréprochable puisqu'il se balade sans masque. Et on a dit qu'on ne parlerait pas d'eux. De toute façon, maintenant, on n'est plus le service anti-violence, on n'est plus le service après-violence. Tout ça, il faut le dépasser parce que c'est tellement démontré. Maintenant, il faut penser à ce qui peut nous empuissanter, nous protéger, nous permettre de regarder l'avenir en se séparant de ces êtres passés, c'est-à-dire le service art de vivre. Oui, mais alors si on ne parle pas d'eux, c'est logique parce que Pâques est passé. Par contre, il va bien falloir qu'on trouve un truc à se mettre sous la ratiche. Moi j'ai repéré quelqu'un qui a de saines colères. J'ai repéré cette semaine quelqu'un qui pense le cerveau de façon intelligente et qui le resitue dans la mondialisation, ce qui doit vous faire plaisir, docteur. Effectivement, c'est des informations que je trouve beaucoup plus utiles que ceux dont on peut malheureusement ne faire que le déplorer, à savoir l'Assemblée nationale et ceux dont on ne pourra plus parler. Alors, il y a l'utile et il y a le légitime. Ouais. Dans cette époque de libération des mots, est-ce que le JT est légitime? Est-ce qu'il a une légitimité? JT. Le JT, légitimité? Ouais. La légitimité du JT. Voilà, c'est ça. C'est parce que là, on va parler de Pernod. Je parle pas de l'apéro. Hein. C'est pas l'heure d'un Ricard. Ça dépend. Vous parlez du champion du 13h, celui qui fait le béni oui-oui depuis maintenant près de 30 ans, alors que nous avons déjà dit que ce type de profession avec un impact certain sur l'imaginaire pourrait se limiter à une belle carrière de professionnel sur la brèche pendant 10 ans et ensuite on passe à quelqu'un d'autre pour là tout de suite libérer de l'espace dans les consciences. Bon, on l'écoute parce que c'est du délice, c'est du biscuit, c'est du... 39e jour, 13h à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. J'ai peur, docteur. J'ai crève peur. Mais je vous comprends. Je vous comprends, Monsieur Pernod, si rassurant, qui depuis quelques années a fait de sa marque le positivisme absolu et les beaux paysages de France, nous dire que rien ne va plus. On se dit que il a perdu pied pendant ce confinement. Comme disait un ami à moi il y a bien longtemps,
Vu du ciel, tout est simple. C'est vrai qu'on est dans un avion, on regarde en dessous. Ah, c'est tout joli, c'est bien organisé. Parfois même c'est graphique. On peut voir une centrale nucléaire à côté d'un champ de maïs et trouver ça très joli. Vu du ciel, tout est simple. Les humains, les voitures, c'est comme des petites fourmis bien organisées et régulières. Et il vient de nous avouer, ce monsieur qui est à la télévision depuis longtemps et qui nous donne l'information, que il est sorti sur Terre. Waouh! C'était bien la preuve qu'il n'était pas parmi nous. Hein? C'est comme le virus. Il faut se méfier des chats. Moi, j'ai un ami à moi, il m'a dit, il faut se méfier des chats parce que le virus est parmi nous. Et ben, maintenant que Monsieur Pernaut est parmi nous, qu'est-ce qu'il nous apprend, docteur? Parmi nous, vous voulez faire référence au minou? Ça vous tape aussi sur le cerveau, hein, Monsieur Brume, le confinement. Je pense que nous avons besoin d'explications scientifiques à ce sujet. Vous n'auriez pas quelques explications scientifiques à nous proposer? Le confinement, il y a des limites étroites. Confiner, c'est-à dire qu'on est enfermé. Un prisonnier est enfermé. Or, quand on isole quelqu'un sensoriellement, alors qu'il ne le souhaite pas, il n'en a pas besoin, c'est une restriction de stimulation de son cerveau. Donc, si ça dure trop longtemps, ça altère le cerveau. Et si ça dure un peu moins longtemps, ça provoque des angoisses et ça provoque des décompensations psychologiques. Oui, puisque le cerveau n'est pas stimulé, on a besoin des autres pour stimuler notre cerveau. Et s'il n'y a pas d'autres, eh ben le cerveau s'éteint. Et ça se photographie en neuroimagerie maintenant. Libérez Pernaut. Il a besoin de contact avec les autres. Bien, écoutez, moi je crois que là-dessus, on a besoin de faire appel aux chiffres. Bon, eh bien, écoutez, cette semaine, notre Doudou Fifi, notre premier sinistre, a donné un chiffre à l'Assemblée nationale devant les députés. Il a dit 105 000. 105 000, c'est le nombre de lits de réanimation. Et alors, pourquoi ce chiffre, il nous questionne tant? Pourquoi il nous intéresse vraiment? Eh bien, parce que sachez qu'en France, sur 70 millions de Français, il y a donc 50 millions à peu près de gens qui ont plus de 25 ans. Des gens qui vont donc montrer des symptômes du conardovirus qui nous intéresse tant puisqu'il nous confine. Et sur ces 50 millions, nous devons arriver à 60% pour être vers ce que certains ont appelé le seuil d'immunisation, sachant qu'on n'est pas sûr qu'il puisse réellement exister. Ça, c'est une autre question. Donc, 60% de 50 millions, on arrive à 30 millions. 30 millions pour les Français qui vont représenter le seuil d'immunisation. Sauf que sur ces 30 millions, il y en a 1% seulement qui risque d'aller en réanimation. Donc, de 30 millions, on passe à 300 000. Et ces 300 000, ils sont à comparer avec ces 105 000 lits, puisque s'ils vont en réanimation, ils vont devoir à un moment aller profiter d'un lit à l'hôpital public, être soignés, quoi. Eh bien, à ce moment-là, le ratio entre 300 000 et 500 000, et 105 000, pardon, c'est 2,857. Et quelqu'un qui est en réanimation, il y reste 20 jours. Donc, 2,857 fois 20 jours, ça va nous faire 57 jours pour que le système hospitalier français soit en mesure de gérer les 300 000 Français qui ont contracté le conardovirus avec 105 000 lits. C'est un chiffre intéressant puisque ça représente moins de 2 mois de confinement. Par contre, si on reste sur la base de 15 000 lits, 15 000 lits à comparer avec les 300 000 Français qu'on a déjà évoqués, ça fait 20. Et 20 fois 20 jours, ça fait 400 jours. Et 400 jours sur une base de 365 jours par an, eh ben ça fait 1 an et 35 jours. Et ça nous met au mois de juin 2021.
C'est formidable! Et là, monsieur Boris Cyrulnik va pouvoir nous parler des conséquences que ça aura sur notre santé psychologique, puisque 400 jours de confinement, eh ben, c'est une épreuve qui a tendance à tous nous atteindre dans notre très fort intérieur. Donc, ce petit chiffre que nous a donné Doudou Fifi, c'est-à-dire les 105 000 lits qu'il aurait fallu en début de crise, à comparer avec les 15 000 qui veulent nous laisser, ça a quelques conséquences, vous l'aurez remarqué. Nous passons donc de 57 jours à 400 jours de crise. Merci l'économie, merci la santé mentale des Français. C'était vachement bien. J'ai presque tout compris. C'était presque vominatoire, tellement c'était clair. Mais en même temps, il ne faut pas taper sur le premier sinistre, hein. Il nous a expliqué, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais il nous a quand même expliqué qu'on vivait un moment exceptionnel. Alors, c'est pas notre faute si on est nul. Leur truc, c'est les trucs faciles. C'est pas les. Enfin, ils ont pas été élus pour gérer les crises. Quand c'est simple, ils savent faire. Hein ? Je sais, ce qu'on leur a appris, c'est l'optimisation, c'est être au cordeau, au maximum de la rentabilité super nickel. Bon, moi de ce point de vue-là, j'ai quand même une petite interrogation. C'est que j'ai entendu les députés après qui ont fait quelques critiques. Il y en a un qui a rappelé que il y a 20 ans, il y avait 100 000 lits supplémentaires dans l'hôpital public et que dans la dernière loi du budget, il y avait 4 milliards de moins pour la sécurité sociale, dont un de moins pour l'hôpital. Ce qui fait que les 15 000 lits, ça a vraiment été un exploit et que les 100 000 lits qui nous manquent depuis 20 ans, ben, aujourd'hui, on serait bien content de les avoir et ça nous permettrait certainement d'avoir un confinement qui dure beaucoup moins longtemps, ce qui fait que sur le plan économique, ça serait pas une stupidité quand même. Parce que là, tant qu'on est à ne rien faire, ben, il y a la dette qui se creuse dans les ménages, il y a la dette qui se creuse dans les entreprises et le problème, il est quand même très très dur à gérer pour chacun d'entre nous. Or, c'est un peu ça quand même l'État français. C'est quand même un peu ça la dimension de service. Donc, c'est une véritable stupidité sans nom que de se retrouver dans une situation comme celle-là, surtout si on se dit qu'en plus, on attribue des sommes à des choses qui ne servent à strictement rien, comme la modernisation des armes nucléaires qui coûte 4 milliards par an et qui est programmée sur les 10 prochaines années. En fait, il y a 8 milliards par an, 4 pour les conserver en bon état, histoire que ça pète pas, 4 milliards de plus pour les rendre encore plus performantes, ce qui est interdit par les traités internationaux. Bon, bref, les 4 milliards, si on les cherche, on peut aussi aller les trouver dans des trucs qui servent à rien, parce que la stupidité, véritablement, c'est plus qu'une affaire d'optimisation, c'est une histoire d'idéologie mal orientée. Non, vous vous trompez. L'argent, on peut le perdre tant qu'il y a des dividendes. Donc, chacun est garant de ce dont il est garant. Mais je vous sens un brin tristesse, un brin colère aujourd'hui. Alors, pour vous empuissanter, je vais vous faire écouter un monsieur. C'est qu'il faut attacher de l'importance à l'être ensemble, au groupe. Et à ce moment-là, on fait des efforts, on renonce à certaines choses pour vivre en groupe, et là, on peut déclencher un facteur de résilience. Par exemple, beaucoup de travaux ont été faits en Europe et surtout en Amérique du Sud, où des Indiens ont été chassés de chez eux, de leur territoire, par un dictateur au Guatemala. Et on voit que les Indiens qui ont surmonté l'épreuve et qui, lorsque le dictateur s'est effondré, les Indiens sont rentrés chez eux, ils avaient supporté l'exil, la pauvreté, et ils ont reconstruit une ville qu'ils ont appelée Esperanza, l'espérance, l'espoir. Alors que ceux qui n'avaient pas fait de groupe, qui n'avaient pas accepté de faire un effort pour les autres, ceux-là étaient seuls de leur côté en train d'entrer en compétition, en rivalité avec le voisin. Et là, dans cette population-là, ces Indiens ont fourni un très grand nombre
de syndrome psychotraumatique, dont beaucoup ont eu du mal à se remettre. Ouais, les syndromes psychotraumatiques, je suis pas sûr que ça soit facile de s'en remettre. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Merci, monsieur Brume. Merci, merci, merci. Il n'y a pas que le réveil de l'égoïsme de Jean-Pierre Pernaut. Il y a effectivement le réveil du nous, quoi. Le réveil de la solidarité. Le réveil de on se met ensemble et on refonde l'espérance. Eh bien, monsieur Cyrulnik, vous avez grandement raison. C'est l'art de vivre qui parle à travers votre expérience. Et monsieur Brume, merci d'avoir évoqué une telle source d'imagination. Je me demande bien où je suis allé chercher ça. Vraiment, ça m'est tombé dessus. C'était voilà, une inspiration. Il faut savoir que le Rassemblement national, cette structure qu'on aborde, que la France va peut-être regarder avec des yeux doux après cette crise, représente 80 000 adhérents. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup pour un nous. Et c'est pourtant tout autant que les Républicains plus le Parti socialiste, puisque les Républicains, c'est 60 000, le Parti socialiste, c'est 20 000. Le quoi? Attends, j'arrive pas à vous suivre. Le Parti socialiste, c'est 20 000 adhérents. Ils ont plus que 20 000 adhérents. Mais moi, je crois qu'il avait valsé, le Parti socialiste. Bon, écoute, oui, ils ont eu des problèmes en amont. Ils n'ont pas bien géré les crises en amont. Et ils ont valsé, c'est ce qu'on m'a dit, mais non, j'ai pas suivi, pardon. 20 000, c'est beaucoup. La République en marche, qui n'a pas d'adhérents parce que c'est pas un parti, c'est un mouvement. Donc ils ont juste des sympathisants qui les aiment beaucoup et qui leur font des dons. Ils ont 300 000 donateurs quand même. Et c'est beaucoup moins que la France insoumise qui a 600 000 donateurs. Mais bon, est-ce que des donateurs, c'est vraiment des adhérents, c'est vraiment des gens qui sont prêts à donner de leur temps et qui sont en solidarité, ou est-ce que c'est des égoïstes opportunistes? On peut se poser la question. Mais moi, pour moi, c'est un stade de foot, votre truc, un petit stade de foot de Ligue 2. Hein. En Ligue 2, ouais, oui, c'est 20 000, quoi. Bon, allez, on fait un truc comme ça. C'est autant que la CGT qui a 653 000 adhérents, la CFDT qui en a 621 000, donc les deux plus gros syndicats qui à eux deux font 1,2 million, hein, ce qui effectivement pour une population de travailleurs qu'on a évoqué tout à l'heure de 50 millions, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 2,5%, donc c'est pas un super taux de solidarité et d'investissement de nos contemporains. Le MEDEF, c'est 120 000, mais bon, on sait qu'il y en a beaucoup moins des possédants. S'il y avait plein de patrons, il y aurait plus de travailleurs. Il n'y a pas assez de patrons et donc il n'y a pas assez de MEDEF. Donc ça se trouve 120 000 sur les patrons du MEDEF, sur leur réservoir, sur leur niche de travail, hein, ça fait un taux d'adhésion beaucoup plus important. J'ai pas fait ce petit calcul, j'ai juste noté que la CPME, c'était aussi 140 000. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs ce que c'est que la CPME? Les patrons des petites et moyennes entreprises. Bon, donc à eux deux, ils sont pas ridicules vis-à-vis des partis qu'on a évoqués tout à l'heure, qui donc font moins. Enfin bref, faut bien savoir que les chiffres, ça représente quand même une force d'investissement, une force de création, une force de diffusion d'un projet. En 1946, la CGT, ils étaient 5 858 000 adhérents. Est-ce que vous imaginez comme on peut fonder un village d'espérance quand on a ce type de taux d'investissement de ses voisins, parce qu'à l'époque, il y avait 40 millions de Français, donc 30 millions de travailleurs à peu près. Peut-être même moins parce qu'il y avait eu les horreurs de la guerre. Donc ça se trouve, on avait 20 millions de jeunes, 20 millions de travailleurs, 5 858 000 adhérents à la CGT, c'est-à-dire plus d'un quart de la population des travailleurs. Aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est 15 millions de Français qui sont attendus dans le réveil citoyen pour le monde d'après.
Bon, bah vous étiez bien énervé aujourd'hui, la patate, hein? C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?